Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire, bienvenue à cet horaire un petit peu particulier puisque nous avons l'habitude de les animer plutôt à 11 h pour ceux qui sont habitués à nos événements, là, 13 h. Vous allez vite comprendre pourquoi. Comme vous le savez, on va laisser les personnes se connecter, s'inscrire. Il est 13h03, on va commencer à 13h05 pour commencer ce webinaire. À tout de suite. Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient tout à l'heure connectés il y a quelques minutes. Nous allons commencer ce webinaire puisque avec un horaire un petit peu particulier, je vous le disais, nous avons un interlocuteur qui n'est pas du tout sur le même fuseau horaire et donc nous avons déplacé ce webinaire sur cet horaire de 13 h. Alors aujourd'hui sur un sujet qui est devenu de plus en plus crucial, à la fois dans le paysage commercial et puis le paysage réglementaire, puisque la responsabilité sociale des entreprises nous concerne tous dès l'année prochaine, notamment en Europe, avec ce monde du commerce qui est en évolution rapide. La RSE, qui était il y a encore quelques temps considérée comme une simple règle éthique, va devenir une régulation, une loi à partir de l'année prochaine et revêt même pour certains clients que nous rencontrons une stratégie commerciale. Alors on va se pencher sur évidemment un enjeu qui est important, c'est comment identifier l'engagement RSE des tiers et surtout des fournisseurs, puisque nous animons ce marché chez Altares maintenant depuis plus d'un an. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents il y a un peu plus d'un an. Nous avons animé le premier webinaire sur la partie RSE, c'était je crois le 16 décembre. Et depuis, nous avons fait notre chemin en partageant les bonnes pratiques, en animant également des prises de parole sur ce thème-là. Il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a en France, il y en a également sur nos territoires en Belgique. Et aujourd'hui, une vingtaine de clients nous font confiance. C'est assez intéressant puisque on voit quels sont leurs principaux enjeux.
Et on voit qu'une des priorités, c'est, je le disais, mesurer le niveau d'engagement des fournisseurs de rang 1. Alors je dis de rang 1 pour l'instant, puisqu'on voit que ça commence un petit peu à s'élargir, et tenter de couvrir 70-80% du parc fournisseur avec les fameux scores de conformité de RSE. On va en parler longuement durant cette heure. Donc, on va voir durant ce webinaire les bonnes pratiques, mettre en lumière quelles sont les méthodologies. On va explorer également les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans cette identification de l'engagement RSE de leurs tiers. Et puis, toutes les pratiques, on verra même une démonstration de notre solution. Alors, il y a un aspect qui est important, c'est que un de nos intervenants, Kevin, participera en anglais. Alors, ça montre aussi que ce thème, il est partagé mondialement avec des experts qui sont répartis sur plusieurs territoires. Pour ceux qui ne le savent pas, vous disposerez du replay, de la présentation en PDF. Je vous invite, vous le savez, à poser vos questions dans le chat. Je vais déjà m'enquérir s'il y a quelques remarques, quelques questions. Normalement, vous m'entendez bien. J'espère que c'est le cas parce que ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 minutes que je vous parle. Bon, si vous ne m'entendez pas, vous m'aurez déjà fait signe. Et j'ai le plaisir d'accueillir, vous le voyez à l'écran, 2 intervenants, merci Kevin, 3 intervenants, donc Samira Hari, qui est Product Manager ESG chez Altares, chez nous. Je suis ravi de t'accueillir, Samira, sur ce webinaire, même si on se connaît maintenant très bien. Nicolas Bellin, CEO de Altopy, vous allez voir, c'est ultra intéressant sur le résumé des règles, les règles RSE, la régulation RSE, évidemment tout ce que Altopy aujourd'hui propose en termes d'accompagnement. Et puis, je le disais, un intervenant anglais, donc je switch en anglais. Hi, Kevin, you can switch on your camera. Yes. Hello, Kevin. We are very happy to welcome you in our dedicated webinar here at G. Altares DNB, of course, is honored to welcome a DNB member to join to this webinar. You will speak in a few minutes concerning the history, the legacy of the AG, and this beautiful story about the AG data in the Dunbar Street. So, in a few minutes, you will be on the scene. OK, so, non, pardon, maintenant je vais switcher en français. Alors, un agenda assez classique, ça dépend. On va évidemment partager, je le disais, les bonnes pratiques sur l'évaluation du score RSE pour les partenaires et évidemment surtout les fournisseurs. Kevin partagera la partie méthodologie et comment Dun & Bradstreet a construit son score, et sur deux informations qui nous semblent intéressantes sur la partie climatologie et empreinte carbone. Vous allez voir, c'est assez impressionnant de pouvoir mesurer l'engagement des tiers sur ces thèmes-là par la donnée. C'est assez disruptif, c'est pour ça qu'on prend la parole sur ce thème-là. Et puis avec Samira, on fera un focus précisément sur ce fameux score, comment il est calculé, comment il est pondéré. Et puis on aura le plaisir de voir pendant une dizaine de minutes une démonstration de la plateforme. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à Nicolas Bellin de chez Altopy. Nicolas, tu me fais signe qu'il faut passer les slides, puisque évidemment qu'on doit faire un rappel sur la partie avancée du règlement CSRD. Il évolue quasiment chaque semaine, ça c'est maintenant bien figé pour l'année prochaine. On sait qui doit faire quoi et quand, en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des chiffres d'affaires. Mais je laisse Nicolas nous expliquer tout ça. Je te laisse la parole, Nicolas. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Nicolas, je suis donc on n'entend pas très bien. Tu peux peut-être un peu augmenter le son. Là, vous m'entendez mieux? Un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux. Donc je suis donc le CEO de Altopy. Altopy, on est un cabinet de conseil en RSE. On accompagne nos clients, donc des PME, des ETI, dans leur stratégie RSE. Donc dans le slide qui suit, on voit tout le spectre de notre activité. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients depuis l'analyse, je dirais, de leur maturité RSE. On va mettre en place tout ce qui est plan d'action RSE, que ce soit au niveau de sensibilisation des collaborateurs, que ce soit la partie gouvernance, que ce soit vraiment le pilotage ou la stratégie ou plan d'action RSE.
Et on va derrière mesurer clairement et concrètement quels sont les résultats de cette stratégie, qui sont le reporting CSRD, bien sûr, on en parlera tout à l'heure plus précisément, tout ce qui va concerner le bilan carbone, qui va permettre de définir très clairement les émissions liées à chaque entité cliente, et également derrière un dernier point qui est la valorisation de l'engagement, c'est-à-dire en fait comment mettre en avant justement ces efforts ESG. Ça peut être par de la certification, donc on est partenaire, on est B-Leader, donc on va accompagner nos clients dans leur labellisation B Corp, mais également dans tout ce qui est notation EcoVadis, où nous sommes partenaires également EcoVadis pour cet aspect-là. Et puis toute la partie communication, les émissions RSE. Concernant nos clients, donc on est vraiment sur différents thèmes d'entreprises totalement variés, comme l'industrie, la construction, le transport, les services. Nous, on est plutôt sur la chaîne de valeur en fait des fournisseurs dont parlait tout à l'heure Laurent, c'est-à-dire que nous, on va plutôt accompagner les fournisseurs de grands comptes. Nous, c'est vraiment ça notre métier. La plupart de nos clients nous contactent parce qu'ils ont été sollicités par leurs clients grands comptes pour mettre en œuvre justement une stratégie RSE. Alors aujourd'hui, donc sur la slide suivante, on va faire un petit tour je dirais d'horizon des différentes réglementations actuelles obligatoires en place pour les entreprises. Donc c'est un panorama, je dirais, des principales. Hein. Il y en a plusieurs. On peut aller très loin dans le sujet. J'ai choisi de parler vraiment des principales qui vont vous permettre aussi en tant que client d'identifier un peu justement ce dont on parlait, l'engagement de vos fournisseurs. Donc sur la partie environnementale, on a deux grands pavés qui sont la taxonomie verte et le bilan carbone. Sur la partie sociale, la loi RIC1 et l'index égalité homme-femme, et puis sur la mesure extra-financière en règle générale, la CSRD, qui est vraiment la grande nouveauté pour 2024. Donc je vais détailler toutes ces différentes réglementations dans les slides qui suivent. Alors, sur la partie environnementale, on commence par la taxonomie verte qui concerne donc des entreprises qui sont aujourd'hui soumises à DPEF, donc des entreprises de plus de 500 collaborateurs en format SA ou cotées en bourse. L'idée, c'est à la base une réglementation européenne. L'idée, c'est d'identifier au sein de son activité générale, de toutes ses activités, quelles sont les activités qui sont éligibles à ce qu'on appelle la taxonomie verte, c'est-à-dire des activités qui vont s'engager dans tout ce qui est transition bas carbone. Donc que ce soit des opérations vraiment bas carbone, par exemple de l'énergie renouvelable, de la transition, c'est-à-dire fabriquer par exemple travailler à revaloriser par exemple à rentrer dans une économie circulaire, ou même à aider d'autres à faire de l'énergie renouvelable, par exemple fabriquer des éoliennes. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui va traduire l'engagement d'une entreprise dans la transition bas carbone. Et ensuite, cette taxonomie, donc c'est un peu complexe. Il faut non seulement identifier quelles sont les activités qui sont éligibles, mais également montrer qu'elles répondent aux critères d'alignement, c'est-à-dire en fait des critères de durabilité associés à cette activité. Donc ça, cette première taxonomie verte, ça permet vraiment d'identifier chez une entreprise quelle est la part de son activité qui est vraiment réellement verte. L'autre réglementation que vous connaissez tous, c'est le bilan carbone. Donc, c'est la mesure des émissions carbone d'une entreprise. Aujourd'hui, la loi oblige pour les entreprises de plus de 500 salariés d'éditer leur bilan carbone, scope 1 et 2, et dorénavant 3 sur certains aspects du scope 3. Donc là, vraiment, l'idée, elle est simple. Toute entreprise se doit de mesurer ses émissions carbone liées à son activité chaque année. Au sein de son activité. Je dis chaque année parce qu'en fait, avec la CSRD, dorénavant, cette obligation va certainement rentrer dans la plupart des cas des entreprises et va devoir s'insérer directement dans la CSRD, puisque le bilan carbone va devenir un des indicateurs de la CSRD. Sur la partie sociale, deux lois principales, la loi RIC1, donc qui travaille sur l'équilibre homme-femme au sein des instances dirigeantes. Donc là, on parle d'entreprises de plus de 1000 salariés qui doivent à la fois publier
la proportion de femmes au sein de leurs instances dirigeantes, mais aussi augmenter cette part jusqu'à 40% en mars 2029. Donc là encore un indicateur de la maturité, je dirais, égalitaire d'une entreprise. Et puis plus traditionnellement, l'index égalité homme-femme qui lui concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés, sur lequel on va devoir, il est obligatoire de publier cet index qui se calcule sur plusieurs critères, donc notamment les écarts de rémunération, les écarts de taux d'augmentation, sur la partie congé maternité à la suite de la congé maternité, est-ce qu'il y a eu des augmentations, etc. Donc là, pareil, ça permet de mesurer, d'identifier chez son fournisseur, par exemple, quel est son niveau de maturité en termes d'égalité homme-femme, au-delà de la représentation, mais aussi en termes de rémunération. Dernier point que je voulais aborder là-dessus, c'est sur cette partie réglementation, c'est vraiment bien sûr la CSRD. Donc là, je vais m'appesantir un peu plus sur cet aspect-là parce que c'est nouveau. Ça concerne pas mal d'entreprises. On viendra après, je décrirai ensuite qui est éligible à cette réglementation et quelles sont les différentes étapes du calendrier. Dans un premier temps, l'idée, c'est de resituer un petit peu quels sont les objectifs de la CSRD. En fait, la CSRD, elle remplace ce qu'on appelle la NFRD, qui était l'ancienne DPEF en France. Donc, c'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de disposer de données extra-financières normées au sein de l'Europe. C'est vraiment une réglementation européenne. Mais pourquoi la CSRD est née? C'est pour vraiment élargir le nombre d'entreprises éligibles. Jusqu'à présent, donc, c'était limité aux entreprises de plus de 500 salariés, avec en plus en France, par exemple, des exceptions sur les SAS. Dorénavant, on parle des entreprises de plus de 250 salariés. Alors, il y a d'autres critères dont on parlera tout à l'heure. Donc, on élargit vraiment de façon très sensible le nombre d'entreprises éligibles qui vont devoir vraiment rendre public leurs critères ESG de leur activité, avec pour objectif de favoriser l'investissement vert, puisque la logique clairement européenne par rapport à ces aspects-là est de dire j'identifie les entreprises, je demande aux entreprises de communiquer sur leurs critères, sur leurs engagements RSE, et derrière, je favorise de façon indirecte l'investissement dans ces mêmes entreprises. C'est lié tout à fait à la taxonomie verte dont je parlais tout à l'heure. Alors la CSRD, il y a trois fondamentaux. C'est un reporting extra-financier, sensiblement dans la même idée que la DPEF, mais beaucoup plus complet. Donc je dois reporter un certain nombre d'indicateurs liés à mon activité sur des thèmes sociaux, environnementaux et de gouvernance. Également, un principe de base qui est très important dans la CSRD, c'est la double matérialité. Donc là, j'en parlerai, je vais décrire tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que c'est très très important et c'est vraiment les fondements de la CSRD. C'est très nouveau, c'est très novateur et c'est très ambitieux. Et dernier point, c'est que tous ces éléments de ESG doivent être audités de façon externe, donc ce qu'on appelle par un OTI, c'est un peu le CAC de la partie RSE. Et là, dans la transposition, donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc le 7 décembre dernier, donc il y a quelques jours, la CSRD a été transposée de façon officielle dans le droit français, puisque c'était à la base une réglementation européenne qui était transposée dans le droit français et qui a vraiment instauré la façon dont les auditeurs, donc notamment les CAC ou des OTI, vont pouvoir vérifier et valider cette publication de données extra-financières, avec un paquet de sanctions associées au fait que les entreprises qui ne publieront pas ou qui ne répondront pas à cette réglementation se verront exclues des marchés publics et se verront aussi infliger des amendes assez lourdes. Alors la double matérialité, qui est vraiment le principe de base de la CSRD, c'est de dire en gros, je vais identifier quels sont les enjeux RSE de mon entreprise. Et pour cela, je vais à la fois regarder en quoi mon entreprise a un impact sur mon environnement au sens large, en environnement social, naturel, économique. Un exemple, est-ce que mon entreprise a un impact, par exemple, sur la pollution des lieux? Par exemple, je suis une entreprise chimique, est-ce que j'utilise des produits potentiellement dangereux pour l'environnement? Ou est-ce que je suis une entreprise de transport et donc je réchauffe l'atmosphère? Donc, j'émets du CO2 qui va indirectement réchauffer l'atmosphère. Donc, ça, c'est cette partie assez simple qu'on appelle la matérialité d'impact. Et dans l'autre sens, c'est la matérialité financière. C'est là où on parle d'une double matérialité. C'est en quoi les changements, notamment climatiques, vont
potentiellement impacter mon entreprise. En quoi, par exemple, l'augmentation de la température de la Terre, et donc au quotidien, va pouvoir impacter mon entreprise. Je suis une entreprise de BTP. Le fait qu'il y ait de plus en plus de journées qui sont à des températures très élevées et qui vont peut-être empêcher mes ouvriers de travailler sur les chantiers et donc vont impacter ma capacité de travail et donc vont avoir un impact financier sur mon chiffre d'affaires puisque je n'aurais pas pu produire autant que j'aurais souhaité. Donc là, du coup, on parle de matérialité financière. Donc on est vraiment dans ces deux aspects-là. Et donc cette analyse de matérialité va permettre de définir ce qu'on appelle donc les enjeux matériels, c'est-à-dire de dire quels sont les enjeux que vraiment mon entreprise doit prendre en compte dans son fonctionnement et sur lesquels elle doit publier des informations dans le cadre de ce qu'on appelle un reporting de durabilité, un rapport de durabilité qui remplace en fait la DPEF. Un point fondamental, c'est que toute la chaîne de valeur de l'entreprise est concernée. Donc c'est-à-dire que non seulement ce reporting y porte sur l'activité même de l'entreprise, mais également sur toute sa chaîne de valeur, c'est-à-dire y compris vos fournisseurs, notamment. Pour être un peu plus concret, je vous propose de regarder à quoi ressemblent concrètement les enjeux dont parle en fait la CSRD. Donc, ils sont divisés en 3 grands thèmes, qui sont l'environnement, le social et la gouvernance, avec à chaque fois des thèmes plus précis. Donc, dans l'environnement, par exemple, on va avoir la partie climat, la partie pollution, la partie biodiversité. Dans la partie sociale, on va avoir tout ce qui est la main-d'œuvre, donc les RH, mais aussi les travailleurs de la chaîne de valeur. Donc là, on va parler de sous-traitance. Les communautés affectées, ça veut dire en gros, si vous faites un projet qui nécessite de modifier un environnement, par exemple dans un environnement par exemple, naturel, est-ce qu'il peut avoir un impact sur les communautés présentes? Et la gouvernance, donc c'est tout ce qui va concerner l'éthique des affaires. Donc on touche vraiment à des enjeux différents et l'idée c'est de voir à quelles normes en fait, donc ce qu'on appelle les normes ESRS, qui sont les fondamentaux de la CSRD, votre entreprise devra répondre. Est-ce que votre entreprise a un enjeu, donc une matérialité d'enjeu, je dirais, est-ce qu'elle a un impact sur le climat ou est-ce que le climat a un impact sur elle? Est-ce qu'elle a un impact sur la pollution? Est-ce que la pollution potentiellement peut avoir un impact sur elle, etc., etc. Et l'idée, l'exercice va devoir consister pour tous ces enjeux-là, donc toutes ces normes que l'on voit à l'écran, de s'assurer que votre entreprise, oui ou non, a un enjeu là-dessus. Et si elle a un enjeu, elle va devoir communiquer des indicateurs sur ces enjeux-là. Ces indicateurs, ils sont de toutes sortes. Ça va être des indicateurs chiffrés, très classiquement, par exemple, la partie climat, quelles sont les émissions carbone de votre activité. Mais ça peut être aussi des documents, par exemple, des procédures d'engagement de vos collaborateurs dans la réflexion. Ça va être un ensemble de est-ce que vous avez mis en place une politique sur un thème donné, etc. Donc vraiment, on est sur des indicateurs très variés, assez nombreux. On peut avoir peut-être 15, 20 par thème, ça dépend, par norme. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez exigeant, qui va demander un gros travail, très honnêtement, de mise en forme. Ça change vraiment fondamentalement le reporting. Il est beaucoup plus exigeant, par exemple, que précédemment la DPEF. Sur le calendrier d'application, donc il y a 3 grandes périodes. 2024, c'est pour toutes les entreprises qui sont aujourd'hui soumises à la DPEF. Elles vont devoir en 2024 changer. Elles ne feront plus un reporting DPEF, mais un reporting CSRD. Les entreprises de plus de 250 salariés ou qui n'étaient pas soumises à DPEF, c'est 2025. Donc, c'est-à-dire en gros, premier reporting 2026 sur l'exercice 2025. Donc, elles ont un an là pour se préparer. Et puis, pour les entreprises donc cotées sur le marché européen, donc les autres entreprises, plutôt les grandes entreprises non européennes, c'est reporté en 2026, voire 2028. Rapidement, comment se positionne la CSRD par rapport à d'autres méthodes d'évaluation? Donc les plus importantes, les plus connues, c'est le GRI, qui est une initiative, je dirais, privée, qui aujourd'hui est un peu une grande norme, vraiment présente sur pas mal donc une norme internationale, mais c'était une disposition volontaire. Et la CSRD est très alignée avec la GRI. C'est très complémentaire. Est-ce que le GRI aura toujours un sens à partir du moment où le GRI est volontaire et la CSRD, au contraire, est obligatoire?
à voir dans le temps comment les choses vont pouvoir s'articuler. Il y a également une norme, donc la SEC, au niveau des US, qui a initié aussi une sorte de CSRD, mais beaucoup plus light, qui ne porte que sur le climat et qui touche beaucoup moins d'entreprises proportionnellement que l'Europe, mais qui est une réglementation américaine. Donc les deux vont coexister ensemble si vous êtes un groupe international. L'ISSB, là, c'est clairement une initiative qui correspond à celle de l'IFRS. Donc, on est sur des normes plutôt à la base comptable. Et c'est comment on peut proposer aussi des normes extra-financières. Pareil, CSRD, SSB, tout ça, c'est un peu le même combat. Et on est sur des choses qui sont d'une part soit obligatoires, soit non obligatoires. Donc, la CSRD risque là-dessus d'imposer un peu ses normes. Et quant à EcoVadis, vous devez connaître, donc là c'est vraiment une notation beaucoup plus light en fait que la CSRD, qui elle permet donc aux fournisseurs, au grand compte d'évaluer leurs fournisseurs. Là je dirais que les petites entreprises continueront à faire EcoVadis, mais qu'il y a de grandes chances que la CSRD supplante cette partie-là sur des entreprises de plus grande taille. Je voulais juste donner un exemple aussi pour mieux comprendre un peu en quoi cette réglementation pouvait effectivement, par rapport au thème de notre webinaire, s'inscrire. Très clairement, si on prend l'exemple d'un grand compte, par exemple en grande distribution, ces différentes réglementations vont pouvoir le renseigner sur effectivement la maturité ESG de ces différents partenaires de sa chaîne de valeur. Donc que ce soit par exemple un transporteur, on peut regarder son bilan carbone, une banque, la taxonomie, est-ce que cette banque est engagée dans la taxonomie verte. Un fournisseur de produits, c'est la CSRD pour savoir un peu où il en est de ces différents aspects, notamment sociaux. Et l'intérim, on pourrait, par exemple, regarder si cette société est bien engagée dans l'égalité homme-femme. Donc, on a vraiment tous ces panels de réglementation qui permettent de renseigner sur la part de ces fournisseurs sur leur engagement ESG. Voilà. Et pour finir, donc l'idée c'était de noter vraiment quelles sont ces réglementations, quels sont les impacts par rapport à vos fournisseurs. Très clairement, nous on le voit au quotidien par rapport à nos clients, c'est que cette augmentation du nombre de réglementations, un calendrier qui s'accélère, un périmètre qui s'élargit, on l'a vu, la CSRD c'est très lourd, ça demande pas mal de ressources internes, de compétences, d'outils que les entreprises n'ont pas forcément inclus, ne disposent pas. Et l'idée justement, voilà, nous notre métier par exemple typiquement, c'est d'accompagner nos clients là-dedans pour pouvoir répondre à ces exigences et répondre à cette réglementation qui est vraiment, comme l'a dit Laurent au début, est de plus en plus lourde et de plus en plus. Par contre, voilà, à la fois nous on est très contents parce que ça permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité de la part de vous en tant que client vis-à-vis de vos fournisseurs sur leurs engagements réels. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour cet éclairage, merci aussi pour repositionner le détail de la réglementation et l'ensemble de ces piliers. Je vois qu'il y a quelques questions. Peut-être pourras-tu y répondre sur la partie devoir de vigilance et le lien avec la CSRD. On a souvent cette question, et on a même aujourd'hui les questions sur conformité, Sapin 2, CSRD, DPEF, devoir de vigilance, tout ce paquet éthique qui est de plus en plus demandé par les clients, en tout cas dans le métier d'Altares, sur l'évaluation des tiers. Alors justement, puisque il y a plusieurs méthodes pour aujourd'hui identifier l'engagement RSE des tiers, on en a parlé, tu en as évoqué quelques-unes. Un slide qui vraiment résume en tout cas nous ce qu'on voit sur le terrain, ce qui est demandé par les clients. Donc je le disais, le lien entre Sapin 2 et CSRD, si vous avez une solution de conformité, aujourd'hui qu'un score conformité, on voit des clients qui souhaitent adosser à ce score un score RSE. Donc très bien, ça permet d'avoir une image éthique donc du tiers, mais bien séparée néanmoins. Le fameux questionnaire RSE, Nicolas, tu as évoqué quelques solutions qui a fait son chemin, qui a une bonne pratique, mais avec un taux de complétude, honnêtement, qui est encore assez faible, un taux de couverture et de complétude qui est assez faible. Et puis, le score RSE
disponible en API, disponible en plateforme, on va le voir dans quelques minutes, basé sur de la donnée, c'est ce que nous proposons chez Altares, où là on a vraiment une autre philosophie, puisque on a des scores qui couvrent quasiment 80% des tiers. Nos 20 clients avec qui on travaille, ils nous l'ont exprimé. Il y a des vidéos qui vont bientôt arriver en janvier en termes de témoignages clients. Et on a ce taux qui est souvent exprimé, 80% des tiers. Et les API sont intégrables en quelques mois. Ensuite, vous avez les solutions SaaS qui vont agréger le score RSE et les questionnaires. Donc là, on va un peu mêler les deux. Pourquoi? Parce que quand chez Altares, on dit qu'on couvre 80% des tiers, mais il y a encore une partie qu'on ne couvre pas, les 20%. Et là, il y a des solutions, on en parlera, qui agrègent à la fois le score RSE et à la fois le questionnaire. Tout ça de manière très, très homogène et très coordonnée en termes de score. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on nous le demande aussi, une liste de fichiers de tiers, 5 000, 10 000 tiers, avec en face un score RSE et son détail en mode fichier pour rapidement, pratiquement, échanger en interne. Parce qu'on sait qu'une des difficultés des responsables RSE, c'est aussi de transmettre en interne des informations, des diagnostics. On en parlera tout à l'heure, comment vous pouvez faire votre diagnostic avec nous. Je vois qu'il y a des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Kevin. Hello, Kevin. So how are you? I'm very well, yourself. It's early morning. Just about right, in the US, yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, as you understood, Kevin, I'll let you to animate your part and let inform me to change the slide by next slide, etc. Okay. Anyway, let's speak about the legacy of DAB and G-Data, this tremendous story. Thanks, Laurent, and hello, everyone. Pleasure to be joining you virtually from the East Coast of the US today, and thank you all for your willingness to listen to my Scottish twang rather than my very basic French. So a little bit about myself before I dive deep into the slides. So in total, I've worked about 8 years in the ESG and sustainability space. First of all, beginning with the UK Foreign Office, the representation to the European Union, where I was involved in all types of legislation, including the EU's position on the Sustainable Development Goals, the Paris Agreement, and the European Energy Union. And before joining DNB as well, I worked in China for about 4 years, advising Chinese companies on their ESG and strategy considerations with their international investments. And I've been with Dun & Bradstreet for about 2 years now with the ESG product team. So I've been, Laurent's slide says, since the legacy, so to speak, I've been at the very beginning, pretty much since DB started to build their ESG product. So we go into the next slide, Laurent. So first, I'm going to speak to you about the trends that led to DNB to decide to enter the ESG market with the launch of ESG Intelligence in 2021. As you're all aware, there have been increasing demand for ESG or environmental, social, and governance data in recent years. On the slide, there's a lovely quote, could have picked a million others. There are a dime a dozen today. If you go to the next slide, Laurent. But some people are mistaken in thinking that obviously ESG is a new phenomenon. It's not new, it's not incredibly innovative in the last few years. ESG wasn't thought of in an American Ivy League or the World Economic Forum. In fact, its essence predates this timeline that you see in this slide by centuries. ESG and its focus on stakeholders hark back to the old French word compagnie that had greater societal value than a narrow set of shareholders. The abbreviation ESG was first mentioned in 2004, a United Nations Global Compact report called Who Cares Wins. Recent decades, as you see with many of these events in the slide, have shown this to be true, as ESG risks have taken on greater importance, largely due to the changing world around us, as well as the vast majority of a company's enterprise value.
being made up of intangible assets that are vulnerable to non-financial risks, which are best represented today by ESG data. This timeline is by no means exhaustive. Another classic example, not shown on the screen, is the 2013 data leak from the retailer Target that resulted in the company losing over $100 million related to the event, as well as publicly committing to spend an additional $100 million in upgrading its data security. This also points to the dynamic materiality aspect of non-financial risk. Wider consequences were that data security all of a sudden became a material topic for more brick and mortar companies instead of .com companies. You go to the next slide, Aaron. Greater appreciation of the pursuit of profit and its impact on the planet and people around the business have led to greater demand for government intervention. Of course, Nicola went in great detail about specific regulation, mainly the CSRD. And this is most notable in Europe, where the EU is currently pursuing a proactive role as its aim to establish itself as a global normative power in many areas, including sustainability. EU regulations such as the CSRD and the impending CSDDD and their extraterritorial application makes the regulations more like a sustainability GDPR than anything else that's in the sustainability field. And this is impacting how companies view ESG data and reporting around the world, not just in Europe. So we're going to the next slide, please. Beyond regulatory requirements, an increasing number of companies are seeing evidence of ESG impacts on their operations and their supply chains. Impending complex regulatory frameworks only heighten this risk further and increase the demand further for ESG data to make correct and timely data-informed decisions. COVID was a great accelerant for ESG. Disruption to the supply chains, greater focus on human nature interactions and social inequality contributed to the surge in interest, as well as the observed stock performance of ESG funds and ESG positive companies. Furthermore, consumers have increasingly diverted their wallets towards more perceived responsible and social products. There's evidence to suggest, despite the increased inflation, that this still remains true, particularly for younger generations, whose obviously their disposable income will grow over time. And next slide, please. So the issue and the crux of the matter, what got D&B interested in this field, is that ESG data in general has mixed perceptions with its users. The confidence is reduced even more when you get further away from large public companies in Western Europe and North America. And even then, there are serious question marks over their veracity. Greater concerns about data availability, comparability, and transparency for supply chains exist. So much so that only 13% of companies surveyed a few years ago felt that they had a visibility of their supply chain. This is, of course, one of the biggest drivers for greater harmonization between standards and greater government intervention. Furthermore, in 2021, only 9% of companies were actively using software that helped with ESG data collection and analysis. That number has increased since, and the number of companies looking to increase investment continues to grow. This still remains an issue and isn't fully solved, which has led to a host of new entrants to the market, especially as companies take a multi-vendor approach to plug the gap across the value chain. Next slide, please. So it's with these trends that D&B was asked by some of our closest clients and partners to develop an ESG offering. D&B's advantage of having a global network, such as with our partners Alteryx, which affords us a great deal of real data on millions of companies across industries and different sizes, meant we could offer something different. The traditional ESG market has largely been focused on public companies that has a limited coverage in the thousands that relies heavily on annual reports and model data, which are heavily analyst-driven reports built on black box methodologies. D&B with our partners
which again, we're delighted to be partnering with Altiris, set out to build to be different. Starting position, of course, was with the humble Duns, which there are over 540 million in existence today. The Duns and the core D&B data built on top of nearly 200 years of Dun & Bradstreet data collection around the world provides a great foundation to build on. D&B ESG Intelligence 5 product principles that you see on the screen here were developed so D&B would add value to the market and not further complicate the ESG alphabet soup. To that end, we have built today the largest data set in the world, built primarily on real and material data that is frequently updated across multiple data type sources that has publicly available methodology. Next slide, please, Ron. So what does all this mean? The biggest and the greatest and so on is that we have ESG rankings on nearly 80 million companies across 187 markets today. Every ESG ranking has some real data somewhere in their ranking calculations. The only areas we model are the two areas that is necessary and in line with industry standards, which are climate risk and GHG emissions. Dun & Bradstreet's underlying materiality is based on the Sustainability Accounting Standards Boards, which has since been taken over by the ISSB and is increasingly moving towards greater international application. We use their industry-specific mapping to identify materiality, which will also be as well, and Nicola raised a point as well, will be interoperable with the EU's European Sustainability Reporting Standards. How do we do this though? Our data is gathered from millions of trusted sources, including financial filings, sanctions and blacklists, news media, regulatory agencies, NGO databases, certifications, over 350 verified web sources, and many more, as well as our own ESG self-assessment. This ESG data is put through our processing, quality assurance and analytical models on a monthly basis and is organized into 31 granular topic rankings that help you connect the dots between ESG rankings and the performance of your supply chain. Next slide, please. So what is the process of calculating our ESG rankings? Well, first, the ESG data is gathered from all those multiple global sources that I mentioned on the previous slide, including D&B assets, public data sources, third-party data, and D&B Hoovers. Once the data has been gathered and it is processed and put through a rigorous quality assurance check, we then pass it on to the analytical model. The data is then normalized into a 1 to 5 scale, 1 being highest performance or lowest risk, 5 being lowest performance, highest risk. And we weight that data based on the industry indicators as defined by the SASB industry mapping. This weighted data is then organized into rankings for environmental, social, and governance, categories and topics that all add up to the ESG ranking. What makes us different? We don't just take an average. We build up from the topic level up to the ESG ranking. So there's inherent flexibility built into our scoring process if customers care more about environmental over social and vice versa. Next slide, please. Now, let's take a quick look at these 31 granular topics that I mentioned. Not going to go into great detail here, but just to show that they are the commonly understood ESG topics. Our topic descriptions not only take inspiration from SASB, but from GRI, SDGs, TCFD, where we have compiled to align with that industry materiality that SASB defines. Go to the next slide, please. And this leads us to kind of going full circle for what I started off saying. We want it to be different from the traditional ESG providers in the market. And so far, we have been to focus on our biggest use case to date, which has been ESG risks in the supply chain.
which is, of course, becoming more and more the focus of regulators, especially with the German supply chain, which is coming into effect next year, the CSDDD, as well as obviously existing regulations in France, the Netherlands, and elsewhere. D&B Solutions aligns with companies' existing internal processes and helps them mainstream ESG across their operations and their value chains. Our solution is particularly strong in identifying and assessing potential risks. Many customers use it to heat map their supply chain before engaging more intensive, in-depth, and more costly investigations like those that Nicola at Altopy demonstrated, as well as obviously other vendors in the field. Thereby, we help customers save money and more efficiently run supply chain due diligence. Next slide, please. And of course, one such regulation that's top of mind is the EU's Corporate Sustainability Reporting Directive. So D&B has been supporting customers in this space by helping them identify partners that are expected to directly impacted by the regulation and when they will be impacted. D&B's extensive corporate linkage, financial and employee data means D&B is well placed to identify who and when partners are expected to comply with the regulations. This has been helpful so far to help manage risk in the supply chain, as well as identify opportunities for sales prospecting. This helps with stakeholder engagement and helps the conversations between partners, and it helps with also the learning within the market. Next slide, please. Furthermore, as I just showed the 31 topics that exist in our ESG rankings today, they at least rhyme with the standards that have been released by EFRAG and adopted by the European Commission. D&B ESG rankings and certain data can help identify possible readiness of business partners who are either expected to report or as part of a corporate due diligence requirements, but also including CSDDD. Each of the 10 draft or topic standards, I should say, overlap D&B's ESG rankings architecture, at least partially. Therefore, D&B data provides a great starting point to identify these potential risks and opportunities when appended with the eligibility criteria. Any high-risk areas can warrant further investigation with the D&B self-assessment to collect underlying data, as well as other vendors for a more detailed and intensive engagement. Next slide, please. I'll go a bit more deeper into two standalone products or underlying data that we have that can help with a specific area, mainly E1. So our extensive GHG emissions dataset, which was released in our standard data block last week, has data on 79 million companies, which includes pretty much the whole universe of company reported data, as well as utilizing our D&B GHG emission models. Including in that data set, as I said, is actual and modeled, and we have relationships with specialist GHG emissions data providers to deliver those actual reported values to customers, as well as the models utilized in our leading business trade data to enhance those models, to enhance the accuracy. Included in this offering is an additional data points on emission offsets and emission neutrality targets. And again, this will help customers with their ESRS E1 climate change reporting. D&B also helps clients with custom engagements on calculating their scope 3, obviously, again, using their spend data appended with our model's methodology to improve their baseline estimates. Next slide, please. Another recent release that we had in the middle of November is something called D&B Climate Risk Insights, which was launched with our Google Cloud partner Climate Engine. This revolutionary data offering combines physical climate risk data gathered from geospatial satellite imagery, along with our global leading firmographics and financial characteristics to provide visibility needed to mitigate climate-related risks
throughout business relationships. This can help customers determine their value at risk across their value chains. This data delivers insights on flood, wildfire, drought, hurricane, extreme cold, extreme heat, extreme precipitation, and other perils, and is updated every 30 days to keep you apprised of shifts in risk, including acute and chronic risks. These perils are also specifically mentioned in the E1 standard. If we go to the next slide, please, Ron. Hopefully I'm on time, just to say thank you to everyone and appreciate your time listening to me. It's great, it's great. Thank you very much, Kevin. Thank you for this information. Et voilà, je vais switcher en français. Vous avez vu, c'est comment Dana Brassett a construit son score ESG. Et puis ces deux indicateurs, il y en a tellement d'autres, mais sur la partie climat, sur la partie carbone. Ce qu'on vous propose maintenant, pendant les 10 minutes qui nous restent, c'est de regarder justement comment ce score a été construit et puis cette fameuse plateforme. Pendant que Samira va se présenter et nous partage son écran, je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur Ecovadis et c'est tout à fait normal. Hein. Ecovadis a tracé la voie sur l'indicateur ESG. On va parler maintenant de l'indicateur ESG depuis de nombreuses années avec son questionnaire qui fait référence. Mais je vois dans les commentaires qu'il y a aujourd'hui d'autres méthodologies pour identifier le niveau d'engagement RSE des tiers fournisseurs, et c'est ce que nous proposons chez Altares avec la partie méthodologique qu'a partagé Kevin, et puis ce fameux score ESG que va nous partager Samira, mais avant peut-être une démonstration sur notre plateforme. Samira, je te laisse prendre la main. Et je vois que Kevin vous a apporté également des réponses sur la partie test, etc. Samira, je te laisse. Tu es en mute, Samira. Voilà. Non, Samira, tu es en mute. On ne t'entend pas. Donc, il faudrait que tu actives ton micro. Alors, apparemment, tu as des petits soucis pour l'activation de ton micro, Samira. Alors, ce que je vous propose, je vais essayer de vous partager mon écran. Donc, Samira, apparemment, un petit souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer la plateforme. Je vais tenter de me substituer à Samira. Laissez-moi quelques secondes pour me connecter. Non. Normalement, c'est bon de mon côté. Ah, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, parfait. Merci Laurent. Vas-y. J'ai eu un petit souci effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes excuses. Donc voilà. Normalement, vous voyez mon écran parce que je suis occupée. Absolument, c'est bien. Parfait. Donc voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Samira, Product Manager ESG au sein d'Altares. Donc Laurent m'avait déjà présenté. Et en tant que gestionnaire de nos solutions ESG, je suis enchantée de vous présenter notre solution novatrice, notamment DB ESG. Donc, elle a été conçue pour vous aider en fait à identifier facilement l'engagement RSE de vos tiers à l'échelle mondiale. Donc, avec DB ESG, nous voulons vous offrir en fait une solution complète fournissant une évaluation instantanée et régulière de la performance ESG pour plus de 80 millions d'entreprises publiques et privées, comme le disait Kevin, dans 187 marchés. Alors maintenant, plongeons dans notre tableau de bord ESG, DB ESG, et donc vous verrez en fait à quel point il est intuitif et informatif. Vous pouvez donc visualiser rapidement la performance ESG de vos tiers et partenaires commerciaux grâce à deux widgets. Ici, à droite, sur le côté gauche, pardon, on a le widget classement ESG qui offre en fait un aperçu et un décompte des classements ESG de vos tiers. Et à droite, le widget performance ESG qui vous permet de visualiser les classements environnementaux, sociaux et de gouvernance de votre portefeuille, filtrant ainsi les nombres d'entités par classement. Et donc,
explorer facilement de façon interactive votre portefeuille qui met en lumière en fait les classements ESG globaux ainsi que les classements E, S et G de vos tiers. Et comme ça, vous pourrez donc identifier les tiers qui excellent avec les tiers moins bons. Et comme ça, vous avez la possibilité, et donc en fait, c'est une manière visuelle de comprendre leur performance. Ensuite, recherchez facilement et identifier le classement ESG des entreprises à travers le monde. Là, je vais vous donner un exemple de comment vous pouvez donc facilement retrouver une entreprise. Et la page, en fait, vous serez donc redirigé vers la page 360 qu'on appelle donc le Company Profile 360 de l'entreprise. Et donc, cette fonctionnalité vous permet d'explorer les classements ESG d'un tiers ou d'un partenaire commercial spécifique. Et donc, vous pourrez donc découvrir comment vos partenaires, en fait, se positionnent. Quand on va ici à la partie environnementale, sociale et de gouvernance, on a donc le classement global de l'entreprise, mais vous pourrez donc aussi visualiser en fait comment l'entreprise se positionne par rapport à ses pairs et par rapport à l'industrie. Donc, vous disposez en fait d'une information très précise et profonde. Vous avez accès au classement des 3 piliers, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que les notes de score par thème et par sous-thème. Voilà. Parfois, il arrive que nous n'avons pas de classement pour certaines entreprises, mais à savoir que 80% du portefeuille de nos 20 clients actuellement sur DB ESG ont un classement ESG. Donc, en fait, il faut juste alimenter DB ESG avec votre portefeuille et vous pourrez donc avoir une vue globale instantanément de la performance ESG de vos tiers. Maintenant, Laurent, tu peux passer sur les slides. J'aimerais donc résumer, vous réexpliquer un petit peu comment nous créons ces classements-là. Et je vais arrêter de partager. Voilà, j'y vais. Hop. Voilà, Samira. Merci beaucoup. Donc, tu peux passer à cette slide. Donc là, je veux faire un petit rappel de comment nous créons ces classements. Et donc, en fait, comme présenté par Kevin précédemment, notre algorithme avancé analyse en fait constamment des données provenant de différentes sources pour générer donc des classements qui seront donc actualisés chaque mois. Chaque pilier ESG, environnemental, social et de gouvernance, reçoit donc un classement basé sur plusieurs thèmes, comme je vous ai montré dans la plateforme, contribuant ainsi au classement global qui va donc, comme vous pouvez le voir ici, de 1, qui est une très bonne performance, jusqu'à 5, qui est donc en fait une mauvaise performance par rapport à la moyenne du secteur. Donc la slide suivante. Pour attribuer un classement ESG à une entreprise, nous avons besoin d'un minimum de 4 thèmes évalués sur les 13. Et si tu peux aller à la slide suivante, Laurent. Et donc, en fait, ces scores alimentent ensuite le classement ESG en général. Et donc, à mesure que nous obtenons plus de données, de plus en plus d'entreprises reçoivent un classement ESG. Donc voilà, en fait, ça commence à partir de droite à gauche pour obtenir en fait un classement global. Et donc, dans la slide suivante, je vais vous donner donc un exemple de comment chaque donnée contribue en fait au classement ESG. Ici, en l'occurrence, on a un exemple pour une entreprise qui se trouve dans l'industrie agricole. Donc, les données sont normalisées, c'est-à-dire ajustées et calculées pour obtenir des scores ESG finaux. Donc, chaque donnée est attribuée à des domaines spécifiques, puis ajustée entre -1, performance la plus faible, et 1, qui est donc la meilleure performance.
Et ces scores sont ensuite pondérés en fonction de leur importance selon les normes du SASB, donc qui a été repris par le ISSB que Nicolas avait présenté tout à l'heure. Ils sont donc ensuite classés de A à 5 en fonction de la position par rapport à certains seuils. Et puis, en fait, les classements ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance sont calculés séparément, basés donc sur ces scores pondérés des domaines spécifiques et leur importance, la question de la double matérialité, puis classés en fonction de certaines positions entre des seuils spécifiques. Donc ici, Laurent a mis une petite capture d'écran. Donc on a une documentation qui va vraiment vous donner plus en détail sur l'information de la méthodologie de notre classement ESG. Et donc voilà, j'espère que cette démonstration a pu susciter votre intérêt et puis nous serons vraiment ravis de discuter de la manière en fait dont DBESG pourrait éventuellement ou spécifiquement répondre à vos besoins. Merci de votre attention et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Merci Samira, merci bien. Et bien les étapes suivantes, souvent, ce que font les personnes qui participent à nos événements, c'est que elles nous sollicitent pour faire un diagnostic gratuit. C'est très simple. Vous nous transmettez vos tiers, votre liste de fournisseurs, avec bien sûr de manière sécurisée, avec des engagements de confidentialité. Et on vous transmet ce genre de slide avec le nombre de tiers que nous avons trouvé dans nos bases et surtout la répartition de ces tiers en fonction du score RSE de 1 à 5, comme vient de le préciser Samira, est basé sur le data lake qu'a partagé Kevin. Vous pouvez également tester la plateforme que vous a présentée également Samira pendant à peu près une petite quinzaine de jours. Vous allez pouvoir identifier sur vos tiers le score ESG, les sous-scores, les différentes informations. Tout ça pour que vous puissiez regarder si les engagements RSE de vos tiers sont au niveau de vos attentes, confère la CSRD, confère les ESR que a partagé Nicolas dans un premier temps. Samira, on a évoqué, on a beaucoup de littérature sur la partie RSE, des livres blancs, on a un focus pour les directions achats avec la partie bien sûr ESG, RSE et puis la partie conformité et puis nos différentes plaquettes et puis notre méthodologie de ce score RSE, quelles sources allons-nous chercher, comment cela est-il pondéré, comment vous retrouvez ces informations à la fois dans une plateforme SaaS, que vient de montrer Samira, mais également en API, je le rappelle, ou en mode fichier. Et bien voilà, nous avons terminé ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Kevin, thank you very much. So it's the beginning of the day for you now. Yes? Okay. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Merci Samira. Merci Nicolas pour ces éclaircissements. Merci à tous. Vous recevrez la présentation, vous recevrez le replay. Il y a pas mal de questions dans le chat et nos équipes commerciales vont rapidement venir vers vous pour vous apporter ces réponses et qu'en 2024, eh bien, vous puissiez aisément identifier l'engagement RSE de vos tiers via notre plateforme. Merci à tous. Thank you very much, Kevin. Have a nice day. Merci à tous. Thank you all. Merci. Merci, au revoir.